Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant. Alors Sam, c'est moi et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du stockage de l'eau dans les sols. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'on vit une sécheresse historique dans toute la France, mais aussi en Europe, dans une grosse partie de l'Europe et dans bien des pays dans le monde, et ce depuis plusieurs années. Alors cette année, c'est particulièrement gratiné, avec beaucoup d'inquiétudes, ne serait-ce que de valoriser les prochaines pluies qui devraient arriver. Alors c'est pas le cas pour notre région, on est toujours en déficit hydrique très important. On a eu 3 mm qui se sont envolés avec les vents de nord-est de ces derniers jours. Par contre, de savoir comment l'eau est stockée dans le sol, ça n'est pas que de la théorie, puisqu'en fait, ça peut expliquer pourquoi on va peut-être valoriser à peine 10% des pluies qui vont venir normalement dans les prochains jours, avant à nouveau une période de forte chaleur. Donc je pense que c'est très important de comprendre, au-delà de la théorie, ce que ça va engendrer pour vos plantes, ici derrière, ou pour vos futurs semis, ou même par rapport à vos actions de travail du sol. Qu'on soit d'ailleurs dans un petit jardin ou dans les champs, hein, c'est exactement les mêmes principes. Alors déjà, il faut comprendre que le sol stocke de l'eau par rapport à ce que l'on appelle sa réserve utile. Sa réserve utile, en fait, c'est la disponibilité de l'eau pour les plantes, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et on verra d'ailleurs dans les 3 fractions d'eau dans le sol que ça correspond à un domaine bien particulier. Alors cette réserve utile, elle est avant tout liée, il faut le dire, à la texture de votre sol. Alors la texture, vous savez ce que c'est, hein, c'est les éléments minéraux qui le composent, sable, limon, gravier, argile. En réalité, plus le taux d'argile est élevé, plus il y a une incidence forte sur la rétention d'eau de cette réserve utile. On estime par centimètre de sol argileux, par exemple, qu'on peut retenir en gros 1,7, 1,8 mm. Alors ça, c'est un petit peu de la théorie de laboratoire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça peut être mesuré. Alors que dans un sol limono-argileux, on va être plutôt à 2 mm par centimètre de sol. Quand dans un sol sableux, on va être à moins de 0,5, 0,7 mm par centimètre de sol. Donc vous voyez, ça, on le sait tous en tant que praticien de la nature, ça crée déjà une différence de mise en disponibilité de l'eau dans nos sols pour les plantes, puisque la réserve utile, c'est vraiment l'eau disponible. Alors, cette structure, on peut l'améliorer bien entendu, cette texture, pardon, on peut l'améliorer bien entendu avec un bon niveau de matière organique, puisqu'on sait que la matière organique la plus évoluée, c'est-à-dire l'humus, peut retenir à peu près 10 fois son poids en eau, donc c'est capital. Il faut quand même que l'on soit clair, la majorité des sols agricoles en ont perdu une grosse partie, et celle que l'on accumule ces dernières années avec des changements de pratiques, laisser la matière organique en surface, etc., finalement n'est qu'un malheureux stockage de carbone. J'ai l'occasion de m'exprimer dans plusieurs vidéos sur ce sujet, mais c'est vrai que ça n'est pas exactement la même chose que l'humus en tant que tel, qui lui prend beaucoup de temps. Donc on va dire que les agriculteurs et le monde agricole est conscient de ce déficit au niveau de la matière organique, mais pour remonter cela et donc stocker davantage d'eau dans le futur, ça va prendre beaucoup de temps. On a vu que l'argile était responsable du stockage de l'eau, mais on a une perte assez importante de l'argile dans nos sols agricoles, à la fois de manière éolienne, mais aussi là, quand il va y avoir les prochains orages dans certaines régions et sur certains sols ou certaines préparations que les agriculteurs ont fait. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. C'est des choix, c'est-à-dire que certains agriculteurs estiment que ils ont un rapport avec leur sol plutôt violent, c'est-à-dire qu'ils décident par rapport à des niveaux calendaires ou des objectifs très précis de ce qu'ils vont en faire, même si le sol n'est pas forcément prêt pour cela. Moi, je n'ai de leçons à donner à personne, c'est juste un constat. Évidemment, le sol, par rapport à son déficit hydrique actuel, très très avancé, et je vais en parler juste après, finalement, ça crée des préparations de sol très fragilisantes pour l'avenir et qui font que la pluie, bien évidemment, va plutôt entraîner des particules de sol utiles pour le futur, mais voilà, qui auront des incidences négatives, on va dire, sur le sol. Alors je vous explique très simplement, dans le sol, en gros, il y a 3 fractions d'eau. Alors l'eau EAU, hein, pas les eaux OS. Et donc notamment la première partie, c'est ce qu'on appelle les eaux liées, c'est-à-dire c'est la partie disponible de l'eau. C'est ce qui entoure les particules de sol, de matière organique, le fameux complexe argilo-humique qu'on a eu l'occasion de parler ensemble. Donc évidemment, cette eau-là, on la sent d'ailleurs, hein, quand on prend une motte dans les mains. Elle peut nous laisser une légère coloration d'humectation sur les mains. Et on sait que là, la motte, elle est idéale, elle se casse toute seule. On sent que là, il y a quelque chose de... Ça sent bon, il y a tous les parfums des odeurs du sol qui ressortent, etc. Donc ça, c'est une eau qui est disponible pour les plantes et qui correspond en gros à la réserve utile. Elle est stockée dans des micro-trous qui sont faits uniquement par l'activité biologique des sols, et c'est bien là que c'est compliqué, c'est-à-dire que si on veut stocker de l'eau, il faut absolument avoir de la vie dans les sols, et quand il y a sécheresse, comme on vit depuis plusieurs mois, la vie des sols s'enfuit, c'est-à-dire que la vie, au mieux, elle descend dans des horizons inférieurs pour se protéger,
Les champignons ne sont plus actifs, il y a souvent plus de plantes en place à l'heure actuelle, dans les parcelles récoltées on va dire. Donc évidemment, rien qui contribue à un futur stockage, puisque le stockage ne se fera que dans ces micropores. Donc les eaux liées sont vraiment capitales. Après, on a les eaux, ce qu'on appelle de gravité ou les eaux capillaires, les eaux libres aussi, elles peuvent être appelées comme ça. Donc ça, c'est une fraction qui n'est pas utilisable par les plantes, puisqu'en fait, ces eaux-là prennent la place de l'air dans le sol. Et vous le savez comme moi, s'il n'y a pas d'oxygène dans les sols, les racines ne peuvent pas se développer et elles ne peuvent pas prélever les nutriments et elles ne peuvent pas prélever l'eau non plus lorsqu'on est en excès d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air du tout. Sauf certaines plantes qui ont ces capacités-là, mais elles sont minoritaires et ce n'est pas celles que l'on cultive en général, ni dans les jardins, ni dans les champs. Donc ces eaux libres qu'on appelle, c'est quand vous prenez une motte, vous la serrez dans les mains et il y a de l'eau qui en sort, c'est-à-dire que c'est une eau de saturation, c'est ce qu'on va appeler une forme d'hydromorphie. Donc il est clair que ces eaux-là, elles sont souvent provisoires quand un sol fonctionne bien, qu'il est bien équilibré dans ses porosités. En fait, cette eau-là, en excès, un gros orage de 20 mm, va prendre la place de l'air pendant quelques heures, le temps d'évacuer l'eau en excès. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans certains sols où il n'y a pas assez de microporosité, pas assez de l'équilibre pour stocker l'eau, eh bien ça stagne, ça reste en saturation et ça crée des dysfonctionnements dans le sol à différents niveaux. Parfois c'est naturel, un banc d'argile situé à 80 cm de profondeur par exemple, mais parfois c'est l'homme qui a créé ça et ça on l'observe régulièrement dans les profils de sol. Malheureusement, on a aussi nous parfois un rôle à jouer dans ces impacts-là. Ça peut être aussi les types de cultures que l'on fait, par exemple une prairie, etc. peut très bien déminéraliser la surface et en sous-sol laisser un sol plutôt en dégradation puisque rarement exploré, etc. C'est assez superficiel les prairies souvent. Donc il y a des impacts. Donc ces eaux de gravité sont provisoires et d'ailleurs plus un sol est vivant, plus les eaux en excès vont être rapidement évacuées, ce qui peut aussi poser des problèmes sur les infrastructures, etc. C'est ce qui a été observé dans de nombreux pays qui développent ces techniques-là. Plus le sol est vivant, plus il est capable d'absorber de l'eau. On parle de millimètres à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des sols qui peuvent avoir une capacité de 50 à 60 mm à l'heure d'absorption, de vitesse d'évacuation, quand d'autres sont à moins de 5 mm. C'est ce qu'on peut avoir parfois dans des sols cultivés, où au-delà, hop, ça commence déjà à couler. Et c'est ce qui se passera après une longue période de sécheresse comme ça. On n'a plus les micropores pour stocker l'eau. On n'a souvent plus les galeries qui peuvent avoir été endommagées par les travaux du sol qui ont été des préparations plutôt fines. Et évidemment, cette terre-là, qui est complètement désagrégée, va finalement ne pas avoir l'architecture, en fin de compte, pour ni stocker l'eau, ni l'évacuer rapidement. Donc ça va se faire soit en surface, sous forme d'érosion de surface, de lessivage, comme on appelle, soit des éléments fins, très fins du sol, vont être, eux, entraînés dans le sous-sol. Et en fait, ces éléments fins sont souvent les responsables du stockage de l'eau. L'argile en fait partie, la matière organique aussi. Donc il est clair qu'on endommage le futur, même si on a pu réussir à faire le quotidien, par exemple le semis qui va bien ou la petite préparation qui va bien. Donc en fait, voilà, on a parlé déjà de ces deux stockages d'eau différenciés. Après, on a le troisième qui est le plus endommagé par les longues sécheresses que nous vivons depuis plusieurs années, ce sont les eaux de constitution. C'est-à-dire en réalité, là on va dans l'infiniment petit et entre les microparticules de sol, minérales, organiques et autres, il y a ce que l'on appelle, comme nous on pourrait parler de l'eau que l'on contient. Vous savez qu'on a à peu près 5 litres d'eau en nous, en gros, je ne suis pas médecin, mais c'est à peu près ça. Si on les perd, autant on peut supporter de ne pas manger pendant plusieurs semaines, autant l'aspect hydrique pour nous est vital pour notre survie en fin de compte. Pour le sol, c'est exactement la même chose. Dans une vidéo découverte à Noël, je vous parlais de mon inquiétude d'observation des sols ces dernières années, où j'observais de faibles réserves en sous-sol. Alors quand je dis sous-sol, c'est inférieur à 50 cm, où on sent que les réserves ne se reconstituent pas, il y a trop de zones horizontales, l'eau n'est pas valorisée, et comme je le dis toujours, l'agriculteur trouve toujours son sol ou trop sec ou trop humide, et lorsqu'il est bien juste comme il faut, ça ne dure pas. Et les extrémités climatiques accélèrent ces phénomènes-là, et on est plus souvent dans des situations de mécontentement que dans des situations vraiment où tout fonctionne bien. Et ça a un impact très fort sur l'activité biologique. Et c'est bien ça qui m'inquiète, parce qu'en réalité, une longue période comme ça où le sol a perdu ses eaux de constitution, ce qui vous donne l'impression devant vos outils, pour ceux qui encore travaillent la terre, que ça se pousse, que la terre ne se tient pas. Alors certains disent même que ça s'arrange très bien. Oui, quand un sol est complètement déstructuré, qu'il n'a même plus l'humectation minimale pour garder un semblant d'architecture, eh bien en effet, il ressemble à une espèce de support inerte pour lequel on peut presque arriver à tout faire, surtout avec les outils ou en multipliant les passages. Donc c'est plutôt pas bon signe.
à la fois pour la vie du sol aussi, qui dans le meilleur des cas se protège. Certains champignons vont créer des formes de gangue autour d'eux, ça fait comme des moisissures dans les profils de sol, et en réalité c'est les champignons qui se mettent en protection, mais pas avec des conditions aussi extrêmes que ça, souvent ils disparaissent purement et simplement. La macrofaune, elle essaye de descendre dans des horizons plus propices, et puis après tout ce qui est insectes, etc., bactéries, peuvent aussi mourir ou se dégrader par manque tout simplement. L'eau c'est la vie, hein, aussi simple que ça. Donc vous voyez, c'est un peu le paradoxe, puisque aujourd'hui, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo actualité, on parle beaucoup d'irrigation, etc., alors que déjà, on ne sait pas bien stocker l'eau. Ou en tout cas, on ne l'observe pas bien, on ne comprend pas qu'on n'est pas capable avec des outils de créer les conditions idéales de stockage. La seule chose que l'on sait faire, c'est faire de la terre fine pour stocker de l'eau. On a tous remarqué qu'en faisant de la terre fine, on stockait plus d'eau pour un lit de semence qui reste plus longtemps frais et permet la germination. Mais en réalité, on n'est pas capable de le faire sur 10 cm, sur 30 cm, sur 50 cm non plus. Et ce ne serait pas bon, puisque de l'autre côté, quand on a fait ça, on n'a plus d'air. D'accord ? Si on fait beaucoup de terre fine, on a enlevé la partie air, l'équilibre de la porosité. J'en ai déjà parlé. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué, puisque si demain on veut stocker de l'eau, il va nous falloir éviter de perdre nos bonnes argiles, qui est pourtant le premier symptôme qu'on observe dans les sols. Pour ceux qui vont voir, je pense que j'y passe assez de temps pour pouvoir au moins vous l'affirmer, dans beaucoup de sols en tout cas, même en essayant de faire du mieux possible. Hein. C'est quelque chose qui est déjà allé loin, donc en fait il faut qu'on remonte ces niveaux-là, et ça va prendre plusieurs années, en sachant qu'on fabrique de l'argile chaque année dans nos sols, j'aurai l'occasion de vous en parler. La matière organique est bien évidemment le problème numéro 1, puisque c'est ce qu'on fragilise le plus par nos travaux du sol, par justement en faisant de la terre fine ou en ayant des exportations, puisqu'en même temps qu'aujourd'hui on parle de problèmes d'eau, on a lancé une intensification supplémentaire en faisant des cultures intermédiaires, en faisant des métailles ou en faisant de la méthanisation, qui bien entendu assèche le sol davantage à un moment où il était censé se reposer. Et évidemment, on crée des conditions pour le futur stockage, puisque la présence de plantes en méthanisation par exemple est positive pour les sols. Mais en réalité, s'il ne pleut pas comme on a depuis plusieurs années, en fait, on dégrade plus son sol qu'on ne l'améliore. Donc c'est vraiment, alors on peut rajouter l'irrigation là-dessus, mais ce sera un dossier plus complexe que d'en parler en 5 minutes. Mais c'est pour dire que finalement, la gestion de l'eau dans le sol, il faut comprendre que de longues sécheresses nous ont fait perdre les 2 premiers piliers de la gestion de la vie du sol, qui sont les eaux libres et les eaux liées. Et quand on attaque les eaux de constitution, ça veut dire que toutes les pluies qui vont arriver dans les jours à venir, j'espère qu'elles seront nombreuses, ne vont pas permettre de rendre l'eau disponible pour les plantes. Il va falloir du temps. Si maintenant vous envisagez des semis dans les jours à venir et que vous décidez par exemple de localiser de l'engrais, sachez que vous aurez aussi une incidence sur la mise à disposition de l'eau pour vos plantes, puisque les engrais, dans beaucoup de cas, ceux qui sont utilisés, ont un rôle quelque part d'attirer l'eau à eux pour se mettre en solubilité, et vont donc justement créer un déficit hydrique, et vont aussi avoir une forme, pour certains d'entre eux en tout cas, de dégradation de l'équilibre des porosités, simplement en abîmant la structure. Alors c'est relativement simple, c'est juste qu'il faut le savoir. Voilà, on comprend mieux pourquoi quand la terre se tient plus, c'est qu'on est arrivé à un niveau élevé d'assèchement du sol, et qu'évidemment ça n'est pas positif en réalité pour la vie du sol. Et si on veut demain de l'activité biologique qui augmente, le climat là aujourd'hui nous joue vraiment des tours et fait beaucoup de mal à nos sols, et ce pour plusieurs années, puisqu'il y aura de la mortalité dans les sols. Ça nous créera de l'azote disponible pour l'automne et peut-être pour l'hiver s'il ne pleuvait pas suffisamment. Donc les conséquences pour un sol de la sécheresse sont pas juste quelques semaines, ça va se voir au moins sur la campagne entière à venir. Et ça m'attriste un petit peu, puisque c'était le premier automne depuis 4 ans qu'on observait dans les sols, dans les profils que j'ai pu faire, un retour de l'activité biologique un peu plus intense, avec des jeunes vers anéciques, etc., un retour de juvéniles, ce que personnellement je ne voyais plus depuis 3-4 ans du fait d'extrêmes climatiques comme ça. Alors vous voyez, le climat c'est le facteur numéro 1, et on a un petit peu la suffisance au niveau de l'humanité, un petit peu de penser que tout ça, voilà, là c'est un sujet d'actualité, on parle de l'eau parce que c'est comme ça, puis cet hiver s'il pleut un petit peu trop, on sera à nouveau catastrophé par les excès d'eau. Donc en réalité, trop ou pas assez, ça contribue aussi aux inondations, à tous les problèmes que l'on peut avoir de mauvais stockage de l'eau dans nos parcelles agricoles ou même dans les jardins, hein, puisque il y a une vidéo récemment d'un monsieur qui expliquait qu'il travaillait sans eau, un maraîcher. Bon, il suffisait de voir son sol pour savoir qu'il était en tellement mauvais état que ce qu'il nous expliquait n'était pas très réaliste. Alors voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à apporter vos informations par rapport à vos observations, c'est toujours positif. Je vous remercie beaucoup pour tout ce qui se passe pour la chaîne, parce que c'est vraiment sympathique à la fois dans les échanges et les retours que je peux avoir.
Je remercie aussi Marc en route vers l'agriculture de conservation, car c'est un des plus grands youtubeurs au niveau du monde agricole en termes de nombre d'abonnés et aussi la qualité de ses vidéos pleines de positifs, et c'est carrément des films ou des super productions. J'en suis bien loin et je resterai dans mon petit domaine plus technique et plus immédiat avec l'actualité, le machinisme, etc. Mais en tout cas, je le remercie beaucoup pour son parrainage, parce que c'est très gentil de sa part. Ça montre aussi son ouverture d'esprit et son ego très sain, et ça fait plaisir dans le monde actuel. Alors c'est les jeunes qui parrainent les vieux comme moi, mais en tout cas je trouve ça vraiment très sympa. Et si vous voulez aller voir un peu de positif, et pour ceux en tout cas même qui ne sont pas du monde agricole, voir un petit peu une famille qui bosse à plein, toujours dans un état d'esprit avec le sourire et tout, bah, c'est vraiment une chaîne à aller voir. Et voilà, donc Marc, je te remercie et j'aurai plaisir de te rencontrer, j'espère, bientôt. Et voilà, puis pour tous les autres, bah, merci beaucoup pour vos abonnements, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo actu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. À bientôt les amis!